une analyse des engagements, des normes. Nous pouvons utiliser notre propre perspective, qui est approuvée par le ministère, qui se focalise sur l'égalité du genre et la diversité, où nous avons des suggestions pour améliorer le gouvernement ouvert et ses engagements pour avoir une base plus large. Donc, enfin, j'aimerais vous dire à tous que lorsque nous avons hiérarchisé l'institutionnalité du genre, et ça passe d'un point national à l'ensemble d'un ministère, nous voyons un changement dans l'ensemble du paradigme, à savoir que nous sommes partis de la contribution à l'OGP avec les engagements de genre et sans aucun doute, le genre a été associé plus avec les femmes et le concept binaire. Et maintenant, nous avons une perspective qui transversale, qui est méthodologique, qui nous permet d'analyser les inégalités de genre ainsi que les différentes hiérarchies de pouvoir qui existent et ensuite passer au-delà de ça pour analyser le genre et la sexualité. Donc, je pense qu'il s'agit d'une contribution très importante. Il est important de voir le changement au niveau des institutions et des hiérarchies et comment nous voyons ce changement dans le paradigme où nous sommes passés d'une contribution avec des engagements spécifiques au niveau du genre et maintenant nous contribuons une perspective qui est transversale sur l'ensemble des engagements et qui peuvent être incorporés dans d'autres plans. Donc ça, c'était la contribution de l'Argentine et ce que nous avons fait. Voilà un petit peu de ce que je voulais partager. Je vous remercie de cette opportunité. Merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup ces points de vue. Je pense que on va donc participer beaucoup à cette partie au niveau des minutes à venir. Alors maintenant, un petit peu sur une expérience d'une société civile qui travaille avec l'État sur une expérience comme celle-ci. Florence, est-ce que nous vous avons? Et bonjour, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je suis ravie de cette opportunité de vous parler de Ciudadano. Je voulais mentionner également que nous avons réalisé un travail qui est complémentaire par rapport à ce que vous avez déjà dit, ce dont vous avez parlé au niveau du ministère. Ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons de faire avancer un projet qui essaye d'inclure plus de genre et d'inclusion dans le plan d'action national, ainsi que les engagements que nous faisons au travers de nos organisations telles que l'augmentation de la participation et la lutte contre la corruption. Et comment on participe pour identifier si oui ou si on ne savait pas participer correctement. Donc, ça fait partie de notre évaluation. Alors, on a utilisé des différents outils qu'on a mis en place et on a fait une feuille de route pour pouvoir parler de l'inclusion, de la diversité et se demander comment on pourrait faire participer plus de gens. Qui participent et pourquoi ils ne participent pas, pourquoi ils participent lorsqu'ils le font. Et basé là-dessus, on est capable de trouver une feuille de route pour avancer dans le 4e plan national. Au regard des différents outils dont on dispose, on peut découvrir différentes choses sur la manière dont on peut appliquer ces outils de différentes manières et de voir comment marchent les choses. Surtout quand il s'agit de lutter contre la corruption et l'inclusion du genre et de la diversité. Et donc, nous sommes ravis que nous ayons pu inclure ces engagements par rapport au genre dans le plan d'action national. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au début, on n'avait pas trop de genre présent dans notre plan d'action. On s'est rendu compte qu'en Argentine, l'espace OJP a beaucoup de femmes qui participent, mais on veut que cet espace qui est très féminisé puisse également augmenter la participation d'autres personnes. Et on pense
que par l'engagement davantage de femmes et d'évoquer le genre, on va pouvoir élargir. Et quand on regarde les agendas, les ordres du jour, on considère que la société civile et les ministères, ce sont autant et les outils dont on dispose pour pouvoir développer nos plans d'action. Et on se rend compte également qu'on ne peut pas laisser les agendas des ministres et de la société civile travailler séparément. Il faut qu'ils travaillent de tandem. Et on regarde toujours ces deux choses-là. Et ensuite, ensemble, on peut travailler ensemble pour lutter contre la corruption et d'inclure le genre et la diversité au sein de nos plans d'action. Lorsqu'on se rend compte que les femmes et la diversité puissent se servir de ces outils qui sont à la disposition par le GP, comme la transparence, l'accès aux données, et alors on peut améliorer notre plan d'action. Il s'agit là de ce que nous avons été en train de faire. Merci beaucoup de cette possibilité de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Valencia. Beaucoup de choses que vous avez dites se sont retrouvées. Bien des choses font écho à ce qu'on voit par rapport à la recherche au niveau du gouvernement. Et en regardant des outils, des questions qui sont posées au gouvernement et à la société civile, lorsqu'ils portent un regard sur la manière qu'ils puissent améliorer leur approche autour de table. Une femme ne représente certainement pas toutes les femmes. Et comment s'assurer que cette discussion est enrichie et réfléchie et reflète toutes les expériences? L'une des plus grandes questions qu'on a en provenance des gouvernements, c'est bon, très bien, c'est d'accord, on le fait, mais comment? On commence où? Et quelles sont les questions à se poser? Et GBS+, c'était d'une très grande inspiration pour certains des travaux qu'on a pu entamer et que d'autres gouvernements ont également abordé. Et on a joué un rôle dans la création à partir de la boîte à outils dont Rebecca va parler tout de suite. Je vais partager mon écran pour qu'elle puisse savoir ces slides. Et on va parler un petit peu plus de l'expérience aux Philippines et la boîte à outils qui est en voie de développement. Rebecca, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est formidable d'entendre les expériences en Argentine et le genre d'efforts pratiques qui sont mis en œuvre avec ces outils. Je vais vous donner simplement un aperçu par rapport à la boîte à outils en développement. Nous avons un prototype qu'on peut tester déjà. Je vais vous montrer quelques outils, à quoi ça sert. Mais tout d'abord, je veux vous donner un petit peu d'historique pour que vous compreniez d'où vient l'inspiration de ces outils. Et dans les Philippines, on a reçu un financement du gouvernement pour faire de la recherche qui était une action live, en fait, un processus de recherche. Et le gouvernement aux Philippines, la société civile ont très généreusement permis à ce qu'on puisse intervenir et participer et apprendre de tout le processus depuis le dernier plan d'action. Et on a regardé spécifiquement quelle est la différence entre les organismes de droit des femmes interviennent dans ce processus et qui sont intégrés au plan d'action national. Je voulais vous montrer quelques-uns des messages principaux. Comme ça, vous verrez d'où on sort avec ça. La recherche a été réduite à 2 leçons. Donc, prochain slide. La première leçon, on veut simplement, c'est vraiment critique pour les acteurs dans les droits féminins, les droits et l'égalité pour le genre. C'est important que les militants soient rassemblés et amenés très tôt dans la co-création. L'une des choses qui nous a beaucoup appris, c'est que on avait un grand nombre d'organisations, 29 organisations, donc c'était assez large et assez divers comme groupe. En fait, ils ont loupé le début où on proposait les idées d'engagement.
Et le temps qu'ils ont commencé à participer, il y avait déjà un avant-projet. Donc, le plus en leçon, c'est que les acteurs, là, ils doivent être là au niveau du début. Il faut qu'ils soient inclus dès le départ. Le deuxième message, c'est que pour avoir une participation diversifiée, les parties prenantes doivent comprendre le paysage dans différents mouvements sociaux. Là, on parle du mouvement d'égalité entre les genres dans toute sa diversité. Et dans beaucoup de contextes dans les Philippines, et certains certainement en fait partie, c'est très divers. Il y a une très longue histoire, c'est très sophistiqué. Il y a un certain nombre de réalisations et ce serait difficile de trouver une poignée de femmes qui représentent l'énorme diversité. Donc, il faut une base de données, il faut faire une cartographie, concertation avec des études, des services de département de genre dans les universités pour bien comprendre pourquoi les organisations du travail des femmes et les indigènes, les minorités des militants, etc., pour qu'on puisse comprendre d'énormes diversités. Prochain slide. Et le point clé en troisième lieu, c'est que ce n'était pas possible pour certains des militants et d'organisations d'assister simplement, sans un petit financement pour les voyages, etc., des soutiens logistiques. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais sans réserver ces financements, cela aurait été impossible. Il n'y en aurait pas eu autant de monde. Donc, c'est un point sur le budget et sur le soutien logistique. C'est un point un petit peu administratif. Et quatrième leçon, prochain slide, on encourage la création de mainstreaming selon le genre concret et spécifique, vraiment dans le processus. Et vous verrez dans le boîte d'outils à quoi ça pourrait ressembler et faire des suggestions. Mais l'idée, c'est que même si vous encouragez les principes et les valeurs, beaucoup d'individus ou agences ne vont pas tout à fait comprendre comment appliquer cela. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments aveugles par rapport au genre. Et la dernière leçon, c'est de soutenir ceux qui sont engagés au niveau de l'aide technique, avec beaucoup de bonnes intentions et engagement de principe, tombent à l'eau lorsqu'il s'agit d'agir, d'essayer d'appliquer ces principes en termes très pratiques avec les questions d'inclusion et égalité entre les genres. Le diable est dans le détail. C'est très facile qu'il y ait des conséquences non intentionnées à cause de certaines personnes parce qu'on a oublié quelque chose, on n'a pas fait exprès. Donc, on a besoin d'assistance technique et de soutien. Et dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de femmes, donc ce n'est pas toujours très loin. Ensuite, je voulais simplement souligner, avant de parler à la boîte à outils, je voulais souligner l'une des choses qu'on a pu rencontrer, c'est le sentiment que l'amélioration des plans d'action au niveau national ou de tout niveau sur l'égalité du genre et la cartographie, et où ça fait partie des 5 points que vous voyez ici. Donc, on voulait simplement souligner qu'il s'agit de tout ça. Il s'agit d'une meilleure participation au niveau des militants sur l'égalité du genre. Il ne s'agit pas uniquement des femmes, mais ceux qui travaillent dans ces questions. Deuxièmement, une plus grande participation des militants divers au niveau des militants de genre et de vraiment cibler les gens qui peuvent être marginalisés, peut-être par question de géographie ou à cause des enjeux, ou peut-être qu'il y a des accords. Il faut bien réfléchir à la représentativité, une meilleure qualité de participation de ces personnes. Et là, quand je parle de qualité, on veut dire inclusion très en amont dans le processus de co-création, des rôles de prise de décision aussi, et une amélioration dans la partage des informations. On s'est rendu compte que parfois,
certaines personnes qui avaient été invitées dans le processus avaient perdu un petit peu le fil, ils ne savaient pas trop ce qui se passait parce que l'information n'était pas claire. Et ça a un effet réel et concret sur la manière dont ils participent par la suite. Donc, beaucoup plus d'engagement est toujours bon dans un plan d'action et une meilleure qualité au niveau des engagements. Et par cela, on veut dire plus pertinent aux priorités dans ces acteurs, dans les mouvements d'égalité. Ce sont eux qui sont dans la lutte depuis des décennies, des fois. Quelles sont leurs priorités et dans quelle mesure est-ce qu'un plan OGP est lié à ces questions? Prochain slide. Maintenant, je vais vous parler de la boîte à outils qu'on est sorti de cette recherche. La boîte à outils a 4 outils dedans et je vais vous en parler de tous les 4, mais je vais rentrer plus dans le détail sur les 2 premiers outils. Tout d'abord, c'est une auto-évaluation. Un collègue tout à l'heure a dit qu'ils ont déjà testé cette idée et c'est vraiment une idée d'assistance à la réflexion. Comment est-ce qu'on responsabilise les gens? Quels sont les détails auxquels il faut réfléchir? Des points très spécifiques. Ce n'est pas une question générique où on va se dire oui, on pense qu'on a bien fait. Non, c'est dans le détail. Ici, vous avez une capture d'écran du format de base de l'outil. L'idée, c'est que vous passez en revue un ensemble de critères sur la gauche et vous utilisez les menus sur la droite pour évaluer votre niveau avec ça. Et vous aurez un feu rouge qui est un feu vert, un feu multicolore. Vous avez différentes couleurs qui indiquent l'état de ce que vous faites dans le processus de la co-création basé sur les critères sur la gauche. Je vais vous en donner quelques exemples, juste pour que ça soit clair. Prochain slide. Voici une première partie qui regarde les conditions d'environnement pour permettre la prise en charge des questions dans le cadre de la co-création, dans le plan d'action. Donc, cette partie examine l'environnement de soutien. Est-ce qu'il y a une prise en charge possible d'égalité du genre? L'outil inclut 3 facteurs. Et vous verrez à droite dans la table, là-dessous, il y a des étapes pratiques de différents nombres sont tirées de la recherche qu'on a effectuée. Et je vais vous en donner quelques exemples. Donc, premièrement, on parle de leadership de l'OGP qui est championne et mène des intérêts d'égalité du genre. C'est plus large. Et comme étape pratique, c'est enfin focalisé sur le secrétariat ou sur le leadership pour faire un partage d'informations par rapport aux droits des femmes et auprès des militants. Bon, voici un exemple d'un principe de soutien et une des étapes pratiques. En B, nous avons dit parler de la façon dont les parties prenantes de l'OGP savent comment intégrer les priorités d'égalité de genre dans leur pratique OGP. Et nous voyons donc comment ils intègrent ces différentes préoccupations. C'est là que vous avez le minimum. Et on peut passer au slide suivant. Ensuite, en section 2, nous changeons un petit peu, nous regardons la diversité de l'égalité de genre des différents acteurs qui sont en train de participer ou qui sont invités à participer. Pour l'activateur 1 ou le facilitateur 1, on parle des activistes et organisations droits des femmes et égalité des genres, participation dans le plan d'action de co-création de mise en œuvre. Deuxième point, les processus OGP sont localisés pour permettre une participation de base plus diversifiée. Ça, c'est l'idée, c'est de sortir donc simplement des capitales, des grandes villes, afin de faciliter un accès plus facilité pour un groupe plus large. Et de C, barrière à l'accès pour les groupes marginalisés. Donc, dans ces groupes cibles qui sont reconnus et auxquels on s'adresse de manière active. Alors,
Étape pratique. Nous avons par exemple disponibilité des fonds pour soutenir l'accès et les besoins des groupes marginalisés, y compris régler des frais de transport et les activités des organisations de femmes. Voilà un exemple d'étapes pratiques. Passons au slide suivant. Et ensuite, la section finale, la section 3, regarde l'égalité de participation. Est-ce que ces acteurs sont en mesure de participer de manière substantive et est-ce qu'ils ont une réelle influence? Autrement dit, est-ce qu'il y a une différence du fait qu'ils sont là et au niveau du contenu des plans d'action? Et là, nous avons donc décomposer ceci en activistes, organisations qui peuvent participer aux points critiques. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est rajouté à la fin où on met, voilà, on met un timbre, mais est-ce qu'ils sont engagés au niveau des décisions? Et le format de la consultation permet la participation et donc ces événements de consultation, donc l'idée, c'est d'avoir un volet large de personnes qui participent et qui sont entendues. Et les étapes actives sont ensuite prises pour développer la confiance. Et je pense que c'est quelque chose de critique. Nous avons vu cela lorsque nous avons fait notre recherche, mais c'est un challenge mondial, bien sûr. C'est la confiance entre les parties prenantes de la société civile et le gouvernement, y compris les acteurs au niveau de l'égalité des genres. Nous ne pouvons pas vraiment nous attendre à une participation robuste lorsque les gens ont peur de ce que cela pourrait signifier pour l'organisation ou pour eux-mêmes au niveau de leur sécurité personnelle s'ils disent quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Donc, c'est donc une introduction, une présentation au premier outil. L'outil se termine avec une page de consolidation où vous pouvez voir l'ensemble de vos feux verts, tout ce qui se passe bien, tous les feux oranges où vous avez fait du travail, mais ce n'est pas encore complété, et les feux rouges qui sont les domaines dans lesquels il faut vraiment se concentrer pour arriver à réaliser l'ordre du jour, le programme. Je dirais qu'il s'agit d'une liste assez ambitieuse. L'idée, c'est vraiment que tout le monde, personne n'aura uniquement des feux verts, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est un exercice de réflexion, nous poser la question pour savoir est-ce que ce que nous faisons de bien et voir si nous ne pouvons pas améliorer un peu tout ça pour la prochaine fois. Le transparent suivant. Et je vais vous montrer numéro 2. Donc, un regard sur le contenu spécifique des engagements eux-mêmes. Et là, vraiment, c'est une focalisation sur les engagements individuels. Et nous avons pris, vous voyez, dans cette photo à gauche, vous avez les questions données par OGP qui aident les personnes à rédiger des engagements et analyser et réfléchir sur les engagements. Et à droite, ce que nous avons fait, c'est créer des versions focalisées sur le genre de ces questions. Transparence suivante. Et voilà donc les versions focalisées sur le genre de ces différentes questions. Alors, j'en prends un certain nombre. Est-ce que l'engagement correspond à des problèmes spécifiques d'égalité de genre? Et si c'est le cas, est-ce que ces problèmes sont bien définis, spécifiques et basés sur des preuves? Donc, on prend la question de l'EGP sur est-ce que l'engagement est bien défini, spécifique et basé sur une évidence et voir si cela correspond donc et jeter ça donc au problème d'égalité de genre. Ou alors, est-ce que l'engagement répond directement ou contribue à adresser les problèmes discutés au-dessus pour les différents groupes, y compris pour les femmes et les minorités de genre? Donc, il y a peut-être différentes expériences, différentes pour les femmes, peut-être pour les minorités de genre. Ensuite, voilà le reste des questions que nous avons mises en avant pour une conception sensible au genre dans les rédactions des engagements. Tout d'abord, est-ce que l'engagement assure de manière réaliste l'engagement des femmes et des groupes marginalisés? Est-ce qu'il clarifie la façon dont ceci ira au-delà de simplement compter la présence de femmes dans les différents événements pour permettre leur participation substantive et leur influence? Et le dernier, est-ce que l'engagement inclut des indicateurs pour des contributions à l'égalité de genre et à l'inclusion sociale? Et est-ce que cela va au-delà de la présence de femmes ou de minorités à des événements liés à l'engagement? Voilà les différentes façons dont nous essayons de permettre aux gens de
rédiger les engagements et analyser les rédactions d'engagement si on consulte quelqu'un, par exemple, sur un engagement. Et très rapidement, les 2 derniers points avant d'avancer. Les 2 derniers outils dans cette, boîte à outils sont des outils pour, 2, ateliers. 2 ateliers qui ont fait partie de notre recherche d'action. Nous avons préparé différents matériaux. Celui-ci, c'est un ensemble de transparents, de slides, donc avec un modèle d'agenda, d'ordre du jour, euh, pour des ateliers d'organisation de femmes et d'activistes de l'égalité de genre pour leur permettre de mettre en place des ordres du jour. Et ensuite, quelque chose qui vient un peu plus tard dans le processus, lorsqu'il existe déjà un modèle, un projet, disons, un plan d'action national ou des engagements, des projets d'engagement. Ça, c'est pour les spécialistes, pour qui leur permettre de faire une analyse. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que notre analyse nous dit sur la manière, sur le degré de force de ces projets? Donc, voilà un ensemble de transparents et un outil d'analyse qui permettrait avec ces analyses-là. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je serai heureuse de répondre à vos questions plus tard. Merci Rebecca. Je sais qu'il y a énormément d'informations pour les personnes là, mais nous serons ravis de partager ces transparences. C'est quelque chose sur quoi nous travaillons activement. Nous sommes en train de faire des ajustements. C'est quelque chose qui est flexible à utiliser au niveau de l'utilisation en dehors du contexte des Philippines. Donc, alors tout le monde a été très patient. On va parler donc de l'aspect donc aux Philippines, la partie qui se fait au niveau du gouvernement. Et en tant que conséquence, je pense on peut dire qu'un certain nombre d'engagements ont reflété plus fortement l'aspect genre et engagement par rapport au genre. Donc, je lui passe la parole et il va nous parler un petit peu plus des différents engagements et de certains enseignements qu'on a pu tirer de cette expérience pour ce processus de co-création. Bonjour à votre pays et bonsoir chez nous. Je m'appelle Lopez. Je suis Aline Lopez et je travaille au niveau du gouvernement des Philippines. Notre bureau a aidé le département à s'assurer la participation de différents parties prenantes dans la formulation des différents programmes pour questions. Et il y a aussi différents projets qui vont faciliter la responsabilisation ou l'empouvoirment des citoyens. Je vais répondre aux 2 questions soulevées dans le programme. D'abord, quels sont les exemples où nos engagements OGP ont intégré des expériences genre? Et deuxièmement, quels outils comment est-ce que les outils peuvent nous soutenir dans le prochain processus de co-création? Quels sont les exemples donc des moments où les engagements OGP ont inclus des aspects genre? Le département de l'Intérieur et le gouvernement se sont engagés d'abord à inviter différents groupes et secteurs, y compris les femmes et les groupes LGBT pour des consultations. Et deuxièmement, nous prévoyons d'utiliser nous avons un portail donc d'information en retour, de réaction en retour. Les différents groupes ou secteurs, tout d'abord, nous sommes engagés à des discussions au niveau de parties prenantes du gouvernement et non gouvernementales. Et dans ces discussions, nous espérons pouvoir faciliter, donc mettre à jour les directives. Et deuxièmement, nous nous sommes engagés à faire du travail dans toutes les régions pour donner aux citoyens des moyens de donner des informations en retour, des réactions donc par rapport au programme gouvernement. Nous avons mis donc en place une plateforme en ligne que nous appelons de Live,
où les citoyens peuvent donner des informations en retour sur les différents programmes et projets dans 1400 municipalités dans le pays. Concernant la deuxième question sur la manière dont les outils peuvent nous soutenir dans les processus de co-création, eh bien, si différents outils ont été développés donc avec les organisations de droits des femmes, je crois que le premier outil qui s'appelle inclusion du genre et auto-évaluation, ça c'est quelque chose qui permet de déterminer si le leadership OGP et les institutions comprennent le processus d'intégration des aspects genre. L'outil numéro 1 peut également aider à déterminer si un ensemble d'organisations de la société civile ou des communautés marginalisées sont soutenues de manière active au niveau de leur participation. L'outil numéro 2 avait une analyse donc de différents plans d'action. Nous pouvons utiliser ceci pour voir si nos engagements sont conscients de l'aspect genre et sinon de les rendre tels. Je crois que ce sont il y a des modèles, donc 3, 4, 5, 6. Nous pouvons les utiliser en tant que référence pour la réalisation d'ateliers avec les organisations de droits de femmes pour développer des plans d'action, des engagements de plans d'action, donc GP dans notre département. Est-ce que si nous avions des difficultés pour créer des engagements au niveau des secteurs des femmes et autres, nous chercherions l'aide des organisations de droits de femmes au travers de consultations ou de discussions. Nous pouvons également les inviter à évaluer nos engagements, nos projets d'engagement pour nous assurer qu'ils sont bien sensibles aux aspects de genre. Bon, j'espère que j'ai bien adressé la question qui nous avait été posée. Je vous remercie. Merci Aline. Nous apprécions une grande partie de ce qui a été dit peut s'appliquer bien sûr aussi bien aux Philippines et à l'Argentine et à d'autres parties du globe. Donc, nous apprécions beaucoup ceci. Je sais que nous avons peu de temps qui nous reste avec notre programme extrêmement ambitieux. Donc, je vais maintenant utiliser ma prérogative en tant que modérateur pour poser une série de questions très rapides et j'aimerais vous entendre tous là-dessus. Spécifiquement, quel serait un conseil que vous donneriez au gouvernement et aux organisations qui cherchent à réaliser une analyse de genre ou apporter de nouvelles voies dans le processus de co-création? Il y avait plusieurs questions de savoir comment persuader les organisations de femmes. Souvent, on utilise un langage différent. Les politiques. Donc, comment faire différentes communautés. Il y a aussi une question pour savoir comment faire avancer ceci. Il y a un problème numérique en termes de genre, dissociation. C'est parfois la pandémie, il y a beaucoup de co-création en ligne. Comment s'assurer que ces bons outils et des bonnes tactiques arrivent à avoir une bonne co-création, qu'il s'agisse de quelque chose en personne ou en ligne? Et quand vous répondez, on va commencer avec un conseil principal donné. Où est-ce que vous allez commencer lorsque vous allez mettre en place un processus comme ça? Dans les documents, l'importance d'inclure le genre dans le plan national. On a une série de recommandations aujourd'hui dans cet espace. Le plus important, c'est de focaliser sur le genre, mettons des parties les plus importantes au travers l'ensemble de nos engagements. Ça veut dire qu'il faut focaliser sur le genre à tous les niveaux
sur le gouvernement et sur le plan d'action national. Il faut inclure davantage de participation. Également, avant de rentrer dans le feu de l'action, il faut être sûr que la participation en fait déjà partie du plan et de suivi. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir des actions spécifiques et croisées par rapport à l'inégalité. Et l'inégalité auquel les femmes sont historiquement confrontées, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une contribution. Et on a développé un certain nombre de questions, comme Alain l'a si bien dit. On a besoin de ces questions parce que c'est clé pour pouvoir analyser et réfléchir sur nous-mêmes. Une question que j'ai pour vous, c'est quels sont les problèmes et quel genre de concept est mis en question quand on parle de genre. Est-ce qu'on se réfère aux femmes et LGBTQ plus groupes dans nos politiques? Et est-ce qu'ils font partie du processus de la co-création? Est-ce qu'on pense à l'inégalité lorsqu'on parle de rassembler les informations et des ressources et les rendre disponibles à tout le monde, y compris toutes les populations? Est-ce qu'on prévoit des différences dans l'impact de ces engagements qu'on entreprend? Voici des questions qu'on a lorsque on a mis en place ce cadre pour le plan d'action national, le quatrième plan national. Et c'est pour ça qu'on a inclus ça dans les 18 engagements et on a pu exclure 6 d'entre eux parce qu'on voulait s'assurer qu'il y avait davantage d'impact et on a pu analyser ces éléments. Et lorsque on a vu les 4 engagements qui étaient déjà focalisés sur le genre, on a rajouté davantage de recommandations pour améliorer la manière dont ça pourrait marcher. Et enfin, je veux résumer rapidement par rapport à ce que l'OGP peut faire et quelles seraient les suggestions à faire. Et j'apprécie le soutien que j'ai reçu d'OGP dans le développement de ces recommandations. Nous avons une question clé ici, qui est de prendre en compte et de manière incrémentale, d'augmenter la participation d'égalité du genre dans nos plans d'action national, surtout du côté du gouvernement. En Argentine, il y a une loi qu'on essaie de respecter par rapport à l'identité du genre et l'égalité du genre. On réfléchit constamment sur les différents types de questionnaires où on pose la question du genre et le langage qui est utilisé pour en parler dans les enquêtes, etc. On sait que c'est très important de travailler sur le langage et c'est pour ça que c'est important pour nous d'en parler ici et maintenant. Merci beaucoup de cette possibilité. De très bons conseils. C'est à vous. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Nous avons des mouvements similaires ici. Une chose que je voulais dire, on s'est demandé comment on peut travailler sur l'autoréflexion et réfléchir à la diversité et au genre dans l'ensemble des plans d'action, dans l'ensemble des engagements qui s'y trouvent. Ici, en Argentine, on est constamment en train d'y réfléchir dans les plans d'action et on pense que lorsqu'on regarde les pays qui ont déjà des plans d'action et qui doivent mettre en place et rajouter des éléments, plus d'éléments et entrer au genre, l'Argentine, c'est un modèle pour ce qu'ils pourraient faire. Et c'est un modèle qui marche et qui peut suivre. On pense que c'est également important de voir quelles sont les étapes qu'il faut franchir, chemin faisant. C'est très important. Il faut réfléchir aux stratégies pour voir comment on peut faire le pont
pour lutter contre la corruption. C'est important de réfléchir au plan d'action à l'avenir pour lutter effectivement contre la corruption, parce qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts pendant la pandémie également. C'est une situation assez tendue. Et on sait qu'il faut voir comment les fonds ont été utilisés pendant la pandémie. Et on pense que l'une des recommandations les plus intéressantes à faire, c'est que l'OGP, c'est le meilleur forum pour commencer la conversation. Mais ensuite, il faut aller au-delà de l'OGP pour la mise en place de ces plans d'action. Et l'autre élément qu'on voulait évoquer, c'est qu'il faut chercher un soutien en provenance d'autres organismes en dehors de l'OGP de manière à pouvoir mettre en place ces plans d'action. Merci beaucoup. Formidable. Rebecca et Alain maintenant. 1 minute, 2 minutes, vraiment très court, très court. Je voulais reprendre une question. Comment convaincre les organismes des femmes de participer? Il y a beaucoup d'hésitation de la part de la société civile pour différentes raisons dans différents contextes. Une chose que je voulais faire, c'est qu'on était confronté à cela dans notre recherche. Et l'une des choses qu'on a pu faire, c'est qu'on a cherché des exemples pertinents dans d'autres pays où les organisations et des mouvements avaient un certain effet de levier pour chercher des choses qu'ils voulaient. Sri Lanka, sur la participation des femmes, en Irlande, des droits reproductifs, et on a expliqué ces cas précis lorsqu'on a fait les invitations à ces organismes de droits pour les femmes, pour voir comment ça pourrait se faire. C'est ça mon conseil, d'essayer de trouver des exemples, des bons exemples, voilà. Pour moi, le conseil que j'aimerais souligner, c'est que l'engagement du gouvernement qui cherche la discrimination contre les femmes, à cause de ces 3 facteurs principaux, le premier facteur, c'est la présence de groupes de genre actifs qui sans cesse poursuivent leurs intérêts. Et le deuxième facteur, c'est l'ouverture du gouvernement ou la présence des champions de droits humanitaires pour que ces groupes de gens puissent travailler avec eux, pour avoir des engagements, mettre en place des programmes et soutenir les droits. Et le troisième aspect, c'est la présence d'un environnement de soutien qui rend les choses possibles au niveau du gouvernement. C'est la Magna Carta des femmes. Quand on parle de l'environnement pour assurer les droits des femmes, l'État et la société dans son ensemble et les individus doivent contribuer à la reconnaissance des droits des femmes tels que définis et garantis. C'est aussi suite à l'engagement sur les groupes de genre que ce droit a été mis en place. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous tous. Ce sont des interventions fort importantes et je pense que Rebecca et Alain, vous avez parlé de certains politiques ou comment prendre ces exemples que vous avez vus travailler et les ramener dans votre propre contexte ou dans un contexte similaire et agir de la sorte pour sensibiliser les organismes de femmes. Quand on parle de l'anticorruption et les engagements par rapport à ça, comment cela impacte spécifiquement et d'une certaine manière ce sur quoi travaillent ces organismes de femmes. Mais peut-être que ça peut être encadré différemment. Il faut prendre le temps d'avoir ces conversations pour être plus crédibles. Sur ce, je pense que nous sommes à la fin de nos questions et de notre temps. Avez-vous des dernières paroles? Une chose qu'on va chercher dans les semaines et les mois à venir, c'est vos retours sur les outils genre, et on va partager autant d'exemples qu'on le reçoit, et comment les gouvernements prennent en compte le genre dans leur processus de co-création et utiliser ces éléments-là comme base pour améliorer l'engagement. Donc, il y aura beaucoup d'outils, des outils très pratiques
pour assister à la fois les gouvernements et les partenaires dans la société civile de pouvoir réaliser ce travail indépendamment et l'adapter à leur contexte. Je sais qu'il y avait une question euh, par rapport à un outil comme ça en Afrique et d'autres régions dans le monde. J'ai bon espoir que cet outil, dans sa forme finale, comme c'était le cas avec GBR+, également, qu'on a vu au Canada, que c'est un cadre. Et on espère que c'est adaptable. Ce sont des questions, c'est censé provoquer la réflexion pour pouvoir dire, bon, je ne sais pas, comment est-ce que les femmes s'engagent dans ce domaine-là précis ou quelles sont les inquiétudes par rapport aux gens auxquels je n'ai pas pensé dans l'environnement, dans l'eau et, et comment utiliser ça comme des stimuli pour faire parler les gens. Et quand on parle de groupe de gens et aussi la diversité des gens dans vos gouvernements qui peuvent être sous-représentés dans le processus de co-création et dans les engagements qui sont censés les servir. On va en rester là. On va partager les présentations ainsi que d'autres ressources qui étaient liées dans le chat. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Et si vous souhaitez piloter cela dans votre propre contexte, dites-le nous. On aimerait bien avoir votre retour sur ce sujet. Sur ce, je vais remercier à vous tous. Merci de votre temps et bonne chance avec la suite.